bien, bonjour à tous. Nous allons parler mobilité, mobilité durable, infrastructure de recharge, véhicules électriques, transport, logistique, des solutions diverses et variées, des lois, des normes, des obligations, des décrets, des aides financières également qui vont pouvoir agréger toute cette réflexion durant cette table ronde. Donc on a des intervenants, je vais les laisser se présenter parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa que chacun se présente et se connaît mieux que moi je les connais, même si je les connais tous maintenant. En tout cas, merci pour votre attention et donc à la fin de cette table ronde, on pourra également répondre à vos questions. Donc Jérémy, puisque le micro était le premier à ma droite. Merci Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Jérémy Salomé, je suis consultant mobilité durable pour le bureau d'études Odyssée. Merci. Bonjour, je suis Clément Dagneau, je travaille pour le groupe Ortec, une entreprise de services à l'industrie basée dans le sud de la France, qui vient de créer une nouvelle filiale, qui est une vraie diversification pour nous, puisque nous devenons opérateurs de stations de recharge pour les poids lourds électriques. Alors, c'est assez prospectif, puisque les camions électriques sont en train d'arriver sur nos routes, mais heureusement, nos stations accueillent aussi les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Et nous avons pour ambition d'en construire et d'en opérer 255 d'ici 2030. Donc vous les trouverez bientôt sur vos routes. Et notre présence aujourd'hui, c'est pour préparer une arrivée majeure, qui est la première station de notre filiale. Donc la filiale s'appelle Auborne et les stations s'appelleront Orève, qui est notre marque commerciale. La première station sera inaugurée avant l'été, entre Angers et Le Mans, à Durtal précisément. Et elle est ouverte aux entreprises et aussi aux particuliers. Voilà, retenez bien ce nouvel opérateur de mobilité. Et j'ai oublié de le dire, nous on travaille sur la recharge ultra rapide. Et Jean-Luc va sans doute en reparler. Il y a différents modes de recharge aujourd'hui accessibles aux utilisateurs de voitures électriques. Nous on est en ultra rapide, c'est-à-dire qu'on est sur des pauses pour les voitures d'un quart d'heure, 20 minutes. Pour les poids lourds un peu plus, les batteries sont plus grandes. Mais c'est vraiment cet usage-là, on s'arrête peu. On a des espaces d'attente aussi dans nos stations pour prendre un café. Quand on sait que l'arrêt moyen sur une station, aujourd'hui, la moyenne d'arrêt sur une station, c'est 25 minutes pour des particuliers dans une station essence. En fait, on est déjà prêt à se charger régulièrement dans les stations électriques. Je passe la parole. Merci. Ouais, c'est très bien qu'il y ait des stations dédiées aux poids lourds, puisqu'on ne se déplace pas avec un poids lourd comme avec une voiture. Il faut penser à la sécurité des personnes également et au déplacement des semis pour pouvoir se recharger. Et si vous regardez aujourd'hui, les stations de recharge ou les superchargeurs ne sont pas du tout adaptés, à part quelques-uns qui se sont un petit peu penchés sur le sujet, ne sont pas adaptés aux poids lourds. C'est très bien de partir sur ce sujet. Jordan, vas-y, tu as le micro. C'est à moi. Bonjour à tous, donc Jordan Chevalier, prescripteur et référent IRVE pour le groupe France Bonhomme. Donc France Bonhomme, leader de la distribution en fait, B2B, distribution spécialisée en B2B, et qui a sorti une offre IRVE donc tout début d'année pour pouvoir répondre à un environnement global en fait, du chantier, tout ce qui se passe en dessous des bornes et ce qui se passe au-dessus, parce qu'on va jusqu'aux ombrières avec panneaux photovoltaïques. Merci. Guillaume Jurlino, je représente la société Rossini Énergie. Alors nous, on est concepteur, fabricant, installateur et gestionnaire de bornes de recharge et d'ombrières photovoltaïques, principalement sur de la recharge AC. Voilà, donc c'est plutôt de la recharge en entreprise pour les flottes et les salariés, avec un système de paiement, Google Pay, Apple Pay. Et notre particularité, c'est qu'on a des bornes en bois et des ombrières en bois. Voilà, c'est un peu notre marqueur sur une solution qui se veut la plus responsable possible dans l'usage des salariés. Voilà, pour le petit complément, vous avez la recharge en courant alternatif, donc AC, et vous avez la recharge en courant continu, DC. Et donc, en général, la recharge à domicile, au travail, sont des recharges qui sont dites normales, qui se font en alternatif sur des prises normales ou des bornes de recharge qui vont gérer, contrôler et piloter la puissance de la recharge en fonction de la puissance disponible sur le point de livraison ou dans le bâtiment. Donc, on va pouvoir moduler et contrôler cette charge. Voilà, donc après nous avons l'AVER qui est une association. Donc, moi, je connais l'association depuis plus de 10 ans. Donc j'ai adhéré à cette association dans les différentes entreprises que j'ai pu avoir et créer. Et donc, vas-y, présente l'AVER locale.
Ouais. Donc voilà, moi je me présente Kevin Boré, je suis chargé de mission à l'AVR Ouest. On est une association professionnelle pour le développement et la promotion de la mobilité électrique. Donc on agit surtout sur un levier d'information et de sensibilisation des acteurs de cette transition énergétique, notamment dans le cadre du programme Advenir Formation, qui est un programme national porté par le ministère de la Transition écologique, où on va aller former les acteurs de cette transition, donc les élus, les acteurs, les agents de territoire notamment, sur l'installation de bornes, mais aussi sur la mobilité électrique, parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur les véhicules électriques aussi à casser, à éclaircir, et puis aussi sur toute la partie logement collectif, pardon, parce qu'en France, effectivement, on a quasiment un Français sur deux qui habite en logement collectif. Ça équivaut aujourd'hui à quasiment 8 millions de places de véhicules à électrifier aujourd'hui, et il y a un vrai manque d'informations sur tous les dispositifs qu'il y a aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement des dispositifs qui permettent d'installer sans coût pour la copropriété des bornes de recharge, que ce soit par la solution publique via Enedis ou par les opérateurs privés notamment. Et puis on va aussi voir les étudiants, les lycées, pour essayer de les pousser et de leur donner envie d'aller vers ces secteurs-là, parce qu'on va avoir aussi un besoin de main-d'œuvre très important et qui va évoluer de façon exponentielle, du fait aussi de l'évolution de la place du véhicule électrique dans notre société. Donc à côté de ça, on a une quarantaine d'adhérents. On a été créé par la région Bretagne et Pays de la Loire. Et puis voilà, on intervient aussi parfois en entreprise pour aller donner cette première couche d'information au niveau des avantages fiscaux, des avantages aussi de passer à l'électrique, de comment embarquer aussi ses salariés dans une transition, parce qu'on le verra peut-être que sans informer et sans accompagner ses collaborateurs, souvent la mobilité électrique, elle a du mal à prendre en entreprise. Et voilà, donc voilà, j'ai essayé d'être assez succinct sur les activités de l'association. Oui, donc effectivement, dans l'électromobilité, on voit des nouveaux métiers apparaître depuis une dizaine d'années, et de plus en plus des technologies qui évoluent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une infrastructure de recharge communique avec le monde du véhicule qui n'était pas du tout communicant. La voiture thermique ne se raccordait que par un tuyau ou remplissait avec du carburant. Là, maintenant, la voiture est connectée. Elle est connectée par la connexion à distance. Elle est surveillée, contrôlée. Si vous avez votre petit bouton d'appel d'urgence, votre constructeur vous retrouve exactement à l'endroit où vous êtes. Donc il y a beaucoup de tracking dedans. Et vous avez également ce cordon ombilical qui raccorde la voiture au monde de l'électricité, avec des informations qui peuvent être échangées entre la voiture et l'infrastructure. Et demain, la voiture va pouvoir régénérer du courant pour réinjecter dans le bâtiment, pour pouvoir dépanner éventuellement ou complémenter une puissance. Donc il y a les opérateurs de mobilité, il y a des gestionnaires d'infrastructures de recharge, il y a des opérateurs et des gestionnaires de réseau, donc ceux qui vont vous fournir le courant. Et tout cet écosystème s'est regroupé dans différents organismes comme l'association AVER et dans d'autres filières qui permettent justement de créer tous ces échanges. Donc on va essayer de démystifier un peu le monde de l'industrie et le monde de ces déplacements, de la décarbonation. On va commencer par le sujet qui peut intéresser tout le monde, c'est dans le monde de l'entreprise et du public, quels sont les deux axes de réflexion que l'on a et quelles sont les aides, les lois, les obligations en matière de décarbonation de la mobilité. Donc on a deux aspects, c'est la RSE côté entreprise et les PCAET, des plans climat, air, énergie territoriaux côté collectif. Donc pour ça, Jérémy, donne-nous quelques bases, quelques exemples ou quelques éléments sur ce sujet. Oui, effectivement. Alors généralement, quand je fais ce type de conférence, j'aime bien de partir d'un postulat de départ. C'est le contexte national des émissions de gaz à effet de serre en France. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va le voir dans la slide juste après. En fait, le secteur des transports représente 32% des émissions de gaz à effet de serre en France, et c'est le premier poste de secteur de polluants en France. Et en fait, on s'aperçoit à travers cette courbe faite par le CITEPA, qui est un centre d'expertise sur la pollution de l'air, qui analyse la pollution de l'air, qui est souvent mandaté par le ministère de la Transition écologique, c'est qu'au plus il y a de l'activité humaine, au plus il y a de la pollution. Forcément, je ne vous apprends rien là-dessus. Mais dès qu'il y a une réduction de l'activité humaine, eh bien, on a une réduction également de la pollution. Là, on l'observe très bien avec la période Covid, avant et et après Covid, où en fait on s'aperçoit que quand il y a eu les restrictions de déplacement en général, eh bien, on a eu une large baisse des émissions de gaz à effet de serre en France. Et dès qu'il y a eu une reprise de l'activité économique,
eh bien, il y a eu un rebond naturel sur les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, les émissions de gaz à effet de serre après la période Covid est quand même inférieure à ce qu'on avait pu vivre avant le Covid. Et on s'aperçoit qu'en fait, on est tout le temps en diminution. Ce n'est pas pour autant que les activités ont diminué. C'est parce qu'en fait, vous avez plusieurs lois, plusieurs réglementations qui sont mises en place par les législateurs pour justement réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont provoquées par plusieurs secteurs d'émissions. Vous avez, comme je vous l'ai dit juste avant, 32% des émissions de gaz à effet de serre qui sont induites par le transport. Ensuite, ça se décompose à 19% pour l'agriculture, 18% sur l'industrie, 16% le bâtiment, 11% l'énergie et 4% les déchets. Et quand on regarde un peu plus en détail les 32% des émissions de gaz à effet de serre produits par les transports, eh bien, on se rend compte qu'on a une large majorité des transports, notamment véhicules particuliers, 52%. On a également les poids lourds, 25%, et les véhicules utilitaires légers, 15%. Et parmi les cercles que je vous ai entourés en rouge en bas sur votre gauche, eh bien, en fait, la large majorité de ces modes de transport sont utilisés dans le cadre professionnel, du déplacement domicile-travail, du déplacement des clients qui viennent sur site, déplacement professionnel, les fournisseurs également qui viennent chez vous pour vous apporter du matériel. Et en fait, tout ça, eh bien, le législateur souhaite faire en sorte qu'on change nos pratiques de mobilité et notamment par l'intermédiaire des entreprises qui vont inciter leurs collaborateurs, les salariés, eh bien, à adopter des pratiques plus vertueuses en matière de transport et de mobilité. Et pour ça, il y a plusieurs lois et plusieurs réglementations. Voilà, et donc effectivement, tout ça c'est réglementé, c'est appuyé par des lois, des décrets, comme tout à l'heure je disais, en matière de décarbonation de la mobilité. En ce qui concerne l'accompagnement, comment l'AVER peut donner des éléments sur cet aspect? Parce qu'en fait, il y a des chiffres, et là l'avantage que l'AVER a, c'est de pouvoir récupérer des données pour accompagner les collectivités et les entreprises. Déjà, oui, on fait un travail d'information sur l'ensemble des dispositifs qui sont aussi disponibles pour les entreprises, notamment au niveau fiscal. Aujourd'hui, il y a une pléthore d'avantages fiscaux lorsque vous avez des véhicules de société d'entreprise. Pour en citer quelques-uns, effectivement, on a une exonération de la nouvelle taxe, de l'ancienne TVS, qui a été remplacée par deux nouvelles taxes, qui est une taxe sur les émissions de gaz et une taxe sur l'année de mise en circulation. Et ça n'empêche que ça peut représenter sur chaque véhicule de société parfois plusieurs centaines d'euros par an. Effectivement, on va avoir aussi des exonérations au niveau des certificats d'immatriculation, des plafonds d'amortissement aussi pour les véhicules qui sont plus élevés. Sur les électriques, on va être à 30 000 euros sur un véhicule société contre seulement 9 000 euros pour un thermique, sachant que la batterie aussi est considérée comme un bien d'équipement également, et qu'on peut, sachant que ça représente souvent entre 10 et 15 000 euros, la valeur d'une batterie sur un véhicule électrique, c'est possible aussi de l'amortir notamment. Et après, en termes effectivement nous d'accompagnement, on a un réseau d'adhérents assez important, des adhérents aussi pionniers, des entreprises pionnières en termes de mobilité électrique. On a Enedis notamment, La Poste et EDF pour ne citer que. Et parfois quand on intervient en entreprise, on peut amener déjà cette information en termes sur la taxation, mais aussi des retours d'expérience de nos adhérents sur comment ils ont mis progressivement en place la mobilité électrique au sein de leur entreprise, quelles réflexions en tout cas ils ont adoptées pour parfois aussi repenser leur mobilité, repenser leur tournée. Ça a été un moyen aussi de réfléchir, de se dire bon, au final on a beaucoup de déplacements parasites au sein de l'entreprise. Passer à l'électrique, c'est aussi se dire au final comment je peux optimiser tous ces déplacements et comment je peux avoir en tout cas une méthode fiable et intéressante pour qu'on puisse passer à l'électrique sereinement en entreprise. Donc nous, au niveau de l'AVER, c'est surtout effectivement l'expérience de nos adhérents et des retours d'expérience concluants en termes de mobilité électrique qu'on peut apporter. Après, je ne sais pas si on doit faire un tour sur la législation, peut-être, mais ce sera peut-être plus côté Odyssée. Oui, donc on accompagne les entreprises dans leur transition. C'est parfois un changement de paradigme des usages de la mobilité en général. Et tout ça, c'est appuyé par des lois, des normes, des obligations que Jérémy va nous développer. Sachant que derrière ces lois, ces normes, il y a des réflexions avec les équipes de management, au niveau également du gestionnaire de la flotte. Et derrière ça, on s'aperçoit qu'après les enquêtes qu'on fait auprès des salariés,
on a des retours très positifs sur l'électromobilité. Et on s'aperçoit aujourd'hui que nombre même des commerciaux, sont électrocompatibles. Donc ça, on est parfois surpris, quel que soit le profil de l'entreprise, d'avoir ces résultats. Donc Jérémy, donne-nous un peu le contexte réglementaire et puis les aspects financiers, éventuellement d'aide. Oui, alors, je vais vous présenter une rétrospective de la réglementation en matière de transport et de mobilité. Alors, elle n'est peut-être pas forcément exhaustive parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de réglementations, beaucoup d'ordonnances. Et ça évolue. Et ça évolue, on espère dans le bon sens. Il y a aussi des lois de financement qui viennent modifier parfois des plafonds d'aide d'incitation financière. Alors moi je tiens toujours à rappeler qu'en fait la création du ministère de la Nature et de l'Environnement, c'est un ministère qui est quand même assez jeune en fait. Dans les années 1971, quand vous avez le ministère de l'Éducation qui a été fait fin des années 1800, ministère du Travail qui a été fait dans les années 30. Et en fait, on s'aperçoit qu'il a été mis en place pour justement prendre en charge les préoccupations environnementales. Et là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment urgence de la part du législateur à agir sur la question de pollution et notamment sur les émissions de gaz à effet de serre induites par le secteur des transports. On a une première loi fin des années 90, c'est vraiment à partir des années 90-2000, où en fait vous avez des premières lois qui apparaissent, notamment en 96 avec la loi LOR, la loi de l'air et de l'utilisation rationnelle en énergie, qui est la première loi fondatrice qui fait le lien en fait entre la qualité de l'air et de la mobilité. Et également l'introduction des PPA, des plans de protection de l'atmosphère. Alors les PPA, pour être très simple, ils sont localisés au sein des départements, parfois ça peut être entre plusieurs départements, et en fait c'est un peu les prémices de la ZFE en quelque sorte. Les PPA, alors il n'y a pas de restriction de circulation sur les PPA, mais on a des obligations. Pour prendre notre exemple, nous, Odyssée, nous on est dans la partie nord, il y a un PPA Nord et Pas-de-Calais qui justement oblige, entre guillemets, sans forcément d'avoir de sanctions autres, pour toute entreprise de plus de 250 salariés, de mettre en place un plan de mobilité employeur. Et plan de mobilité employeur, on va en parler juste après. Et ensuite, vous avez plusieurs lois. La loi de 2001, sur la nouvelle régulation économique qui impose pour les grosses entreprises, notamment du CAC 40, de faire des reportings extra-financiers, notamment sur les conséquences sociales et environnementales de l'activité des entreprises. Vous avez aussi, et ça c'est une loi très importante, 2010, la loi Grenelle, dite Grenelle 2, qui oblige notamment les employeurs publics et les employeurs privés de mettre en place alors un bilan des émissions de gaz à effet de serre, ou autrement dit bilan carbone, qui est une méthode de calcul qui a été mise en place et inventée par l'ADEME. Et en fait, ça, dans les années 2010, lorsque la loi a été mise en place, c'était pour les entreprises privées de 500 collaborateurs et les employeurs privés de 250 collaborateurs sur site. Et après, voilà, je vous passe plusieurs lois, on ne va pas s'éterniser, mais ce qui est important, c'est aussi 2015, loi de transition environnementale pour une croissance verte, avec la mise en place de l'IKV, l'indemnité kilométrique vélo, qui va par la suite être remplacée par le forfait mobilité durable. Déjà des prémices de verdissement de flotte pour les administrations, avec des mesures fiscales. Obligation de plan de mobilité employeur pour les entreprises non de 100 salariés. Donc vous voyez, en fait, les taux se resserrent. Hein. On était sur 250 sur certains PPA, qui sont maintenant obsolètes, parce que vous avez le législateur national qui les impose pour les employeurs de 100 salariés. Et vous avez la dernière loi de décembre 2019, la loi d'orientation des mobilités, qui là indique une prise en compte de la mobilité dans les NAO, dans les négociations annuelles obligatoires. Et là, si vous n'avez pas effectivement la prise en compte de la partie mobilité dans ces négociations avec les CSE, les membres du dialogue social, eh bien, vous devez mettre en place un plan de mobilité, non plus pour 100 salariés sur un site, mais maintenant pour 50 salariés par site. Donc vous voyez, les taux se resserrent petit à petit. Et on a aussi également des impacts qui peuvent influencer le rôle des entreprises, notamment la mise en place de ZFE. Bon, la législation a également évolué entre 2019 et 2021 avec la loi Climat et Résilience. Vous avez des territoires qui étaient éligibles à la mise en place de ZFE, avec une sanction d'obligation.
Ça a été un petit peu assoupli parce que qui dit ZFE dit restriction de circulation et du coup des contraintes sociales auprès des habitants qui ne peuvent pas renouveler leur parc de véhicules, leur propre véhicule. Et du coup ça a été assoupli, mais on pourrait en reparler longuement. Vous pouvez venir sur notre stand, on pourrait en venir longuement. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et tout ça en fait amène à la vision globale du rôle de l'entreprise en matière de mobilité, notamment collaborateurs, fournisseurs, clients, mobilité, déplacement professionnel. Vous avez des obligations, prise en charge des abonnements des transports, maximum, enfin, à partir, on va dire, de 50% pour les employeurs privés, 75% du prix de l'abonnement des transports publics pour les employeurs publics. Vous avez aussi les équipements de parking, verdissement de flotte. Je vais pouvoir laisser mes confrères ici en parler plus brièvement, enfin plus spécifiquement. La qualité de vie au travail, qui est une thématique en ce moment qui est extrêmement importante. Comment fidéliser en fait ses collaborateurs à rester travailler pour son entreprise. Et ça peut aussi passer par la mobilité, par des incitations. Et puis vous avez quelques leviers, bilan des émissions de gaz à effet de serre, forfait mobilité durable, qui est plafonné à 800 € maximum par an et par salarié pour les employeurs privés et 300 € pour les employeurs publics. Voilà, vous avez pas mal de choses. Et puis vous avez des plans de mobilité employeurs, vous avez la mise en place de bilan carbone, ça on peut en venir peut-être après Jean-Luc. Oui, donc effectivement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de lois. Il y a des normes également. Il y a deux grands axes au niveau des normes. Il y a pour les véhicules la norme sur les véhicules qui est gérée par l'Europe. Et vous avez de l'autre côté les installations électriques pour les véhicules électriques. Donc pour parler d'installation électrique, on parle également de solutions, en matière de solutions. Donc France Bonhomme aujourd'hui propose une offre globale. Et Jordan, si tu peux nous donner un peu un éclairage, pourquoi vous êtes parti sur une offre en tant que fournisseur dans le matériel du TP et du BTP, parce qu'en fait vous n'êtes pas à la base des électriciens et vous êtes intéressé par ce monde de l'électromobilité. Oui, tout à fait. Donc pour vous présenter rapidement France Bonhomme, ça a été créé en 1935, donc bientôt 90 ans l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est 100 000 clients sur toute la France et en Espagne. Il y a 366 agences en France aujourd'hui et 36 agences en Espagne. Et en fait, on est très présent sur tous les marchés, donc gestion eau usée, eau pluviale, adduction d'eau potable, les réseaux secs, d'où la partie IRVE aujourd'hui. Également tout ce qui est aménagement urbain et ensuite la partie un peu bâtiment où on va trouver tout ce qui est gros œuvres, aménagement extérieur et évacuation alimentation. Donc le constat, en fait, on a accompagné nos clients réseau sec qui travaillaient beaucoup sur les chantiers de fibre optique. Le marché fibre optique aujourd'hui arrive à la fin en fait, et tous ces clients-là se sont orientés sur le monde de l'IRVE. Donc on a réfléchi en fait à comment les accompagner aujourd'hui sur ce secteur d'activité. Et donc on a travaillé sur une offre globale en fait. Aujourd'hui on est capable de fournir un chantier complet IRVE, c'est-à-dire tout ce qui se passe en dessous des bornes, donc tout ce qui est socle, tout ce qui est l'enrobé à froid, tout ce qui est les chambres, tout ce qui est gaine TPC, tout ce que vous allez retrouver sur un chantier classique. Et on l'a adapté. Aujourd'hui, on a une offre qui vous permet aussi de fournir tout ce qui est bornes, tout ce qui est ombrière, tout ce qui est socle pour poser les bornes et les panneaux photovoltaïques. Donc on raisonne vraiment sur un environnement global et sur un chantier global. Le but, c'est qu'aujourd'hui, un client puisse trouver la totalité d'un chantier IRVE chez France Bonhomme. Et avec nos points de vente, on a 80 points de vente qui sont déterminés experts IRVE. Donc voilà, répartis un peu partout en France. Donc à moins d'une demi-heure de son chantier, il a une offre complète IRVE. Donc, ce qui est intéressant effectivement dans cette démarche, c'est que vous êtes parti sur la face cachée de l'iceberg en partant des réseaux de l'alimentation, et ce que l'on voit au-dessus, en fait, en général, c'est ce que l'on utilise pour surcharger. Et donc, on a un fabricant de bornes qui est présent, dont vous avez également fait la sélection, donc en l'occurrence l'entreprise Rossini. Donc, tu nous as déjà donné des bases tout à l'heure, mais qu'est-ce qui différencie vraiment Rossini des autres fabricants de bornes ? Je reviens juste sur la partie réseau. C'est un gros point et je pense que France Bonhomme est bien au courant dans le dimensionnement d'une offre et dans la création
d'une démarche, démarrage d'une offre IRVE, il y a vraiment la partie terrassement qui est non négligeable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on le voit même dans les politiques à la fois sur les copropriétés, il y a vraiment, et dans les réglementations, cette dynamique liée au prééquipement. Voilà. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui installent 4 points de charge, 10 points de charge, mais ensuite, derrière, il y a toute la vision à 2 ans, 5 ans, combien il y aura de points de charge et comment on peut prééquiper, passer des gaines, passer les fourreaux, faire des réserves de puissance. Tout ça, c'est toute une démarche globale à avoir pour éviter qu'à chaque fois qu'on ait besoin d'un point de charge, on doive redémarrer à zéro. Voilà. Aujourd'hui, votre compteur électrique, il est limité en puissance. Voilà, il y a du terrassement qui est fait. Est-ce qu'il ne faut pas en faire plus pour prévoir les installations futures ? Il y a vraiment toutes ces questions-là à se poser au démarrage d'un projet de borne de recharge, au-delà même de la partie gestion. Voilà. Moi, nous, ce qui nous différencie, c'est cette partie du compteur et du tableau électrique qui est dans un seul endroit, et ensuite on va déployer plusieurs IRVE qui sont juste des dérivations, et tout nous est centralisé dans un tableau électrique. Voilà, c'est vraiment notre spécificité. On n'a pas de technologie dans notre borne, mais en revanche tout est centralisé en un seul point avec un seul pilotage, et ce qui nous permet d'être très flexible dans cette offre-là et très modulaire pour pouvoir ensuite réintégrer plusieurs points de charge. Voilà globalement. Et le dernier point, et on en parlera peut-être un petit peu par la suite, ce qui nous différencie, c'est ensuite toute la partie gestion. Ça, c'est un autre gros bloc à avoir en tête, c'est comment on gère un véhicule de service, un véhicule de fonction, un véhicule personnel, un véhicule visiteur. Voilà. Et donc tout ça, c'est des questions à se poser. On ne va pas pouvoir ad vitam aeternam payer l'électricité pour un véhicule personnel d'un salarié. Il y a des entreprises qui le font, mais ça va être considéré très vite comme un avantage en nature. Et donc il est intéressant de réfléchir à des solutions de refacturation pour les véhicules personnels, comment on suit la recharge de tel service commercial pour pouvoir l'impacter aussi dans le bilan commercial et pas. Voilà. Et donc là, il y a des solutions de supervision, et nous, on intègre cette solution-là qu'on a développée en interne, qu'on peut adapter à certains logiciels d'entreprise également, avec des solutions de paiement par carte bleue, comme je le disais au début, des solutions de username, mot de passe. Il y a d'autres solutions qui existent en RFID. Voilà, il y a tout un panel à intégrer pour la gestion des accès à la borne et de refacturation. Oui, donc pour rappel, une borne de recharge intègre un aspect mécanique qu'on voit à l'extérieur, et à l'intérieur qui supporte des composants de puissance, en l'occurrence des contacteurs qui vont lancer le courant, une carte électronique qui communique avec la voiture, qui va gérer la communication, la sécurisation de la charge, avec un protocole de communication qui a été validé par le monde de l'automobile et le monde du bâtiment. Donc c'est un protocole qui est standardisé. Au-dessus de ça, vous avez le monde de l'informatique, de la gestion, du pilotage, du contrôle d'accès et du paiement. Donc c'est également une autre couche de l'univers de l'infrastructure de recharge, où on parle de connectivité, d'interopérabilité, comme quand vous prenez le téléphone, que vous allez à l'étranger, vous avez sur votre facture vos communications à l'étranger. Vous avez des opérateurs de recharge de mobilité qui vont s'intégrer, collaborer ensemble au travers d'une plateforme qui est nationale et internationale, puisque les étrangers vont pouvoir également payer, accéder aux bornes de recharge avec leur badge. On appelle ça donc l'interopérabilité pour de l'interconnectivité. Donc quand on déploie des bornes de recharge, on pense au foncier, on pense à l'infrastructure, on pense au réseau. Et quand on installe des bornes de forte puissance, quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer dans une décision de dire « Allez, je mets cette station-là et j'ai besoin d'autant de puissance auprès de monsieur Enedis ». Alors effectivement, nos enjeux sont... Alors, tu l'as dit quand même, sont fonciers. Nous, nos stations ont besoin d'être placées à des endroits stratégiques pour trouver la clientèle. Alors bien sûr, on cherche des endroits à fort passage. Qui dit des endroits à fort passage dit coût du mètre carré. Donc il faut tout ça rentrer dans des approches de rentabilité, de TRI de chaque station. Donc c'est vraiment un rôle vraiment comptable au début. Et ensuite, on apprend aussi à les dimensionner. Et vous l'avez dit tout à l'heure, de pouvoir aussi prévoir l'avenir. C'est-à-dire que nous, on sait qu'aujourd'hui, on est sur de la très haute puissance en 400 kW.
400 kW en mode CCS. On ne va pas vous fatiguer avec les connectiques. Certains sont peut-être sensibles, même si ça s'est beaucoup amélioré depuis 10 ans. Jean-Luc est là depuis le début, moi aussi, de l'électromobilité. Il y a eu des prises qui venaient du Japon, des voitures. Les Japonais avaient certaines connectiques qui aujourd'hui ont été plutôt harmonisées. Les Américains encore arrivent avec une nouvelle norme. Tout ça, c'est des gros efforts et tous les industriels travaillent ensemble au maximum et les États aussi et l'Union européenne veillent à ce que les choses se fassent assez logiquement. La concurrence, certes, est hyper aiguë en ce moment sur les installations de bornes haute puissance en mobilité, en itinérance. Mais voilà, il faut garder raison, sachant que l'intérêt de notre métier, Jean-Luc l'a dit, c'est l'interopérabilité. C'est de pouvoir communiquer ensemble, de pouvoir accepter des porteurs de badges d'un confrère concurrent et réciproquement, les badges qu'on peut vendre à nos partenaires B2B, c'est aussi les faire fonctionner dans les stations concurrentes et que tout ça soit transparent pour le client final. Ce qui n'est pas toujours facile, notamment l'affichage du prix du kilowattheure, qui reste quand même une donnée qui n'est pas évidente à trouver aujourd'hui dans les stations d'itinérance. L'État s'en occupe, l'Union européenne est sur le sujet et on est, nous, obligés de se mettre à jour régulièrement et d'anticiper la législation et puis aussi les besoins du client. Parce que je ne sais pas combien d'entre vous sont électro-automobilistes aujourd'hui. Il faut savoir que seulement 2% du parc roulant français est électrique aujourd'hui, plutôt porté par les particuliers que par les entreprises. On a parlé de la législation. Elle n'oblige pas complètement, elle incite. Je pense que là, un député vient de faire une proposition de loi pour rendre la loi LOM contraignante et pénalisante pour les entreprises. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Les entreprises ont un rôle à jouer essentiel dans la décarbonation. Les véhicules coûtent cher, électriques, même si elles sont chères pour les particuliers. Le coût de détention, le TCO qu'on appelle en jargon, le coût d'utilisation de voitures électriques est favorable pour une entreprise par rapport à un diesel. Et pour moi, elles ont vraiment un rôle important pour les mettre sur la route et les recommercialiser au bout de 3-4 ans, qui est le temps du leasing, et les rendre accessibles aux particuliers. Ce phénomène est en train de s'enclencher, il est lent, et je pense que c'est l'enjeu des années à venir. Je ne parle même pas des poids lourds, je parle vraiment des voitures et des utilitaires, qui sont aussi un pourvoyeur de mobilité décarbonée dans les années qui viennent. Je réponds juste à la question de Jean-Luc, qui était comment est-ce qu'on fait pour prévoir. Nous, on a un schéma classique d'implantation. On commence avec des stations. Nous, on choisit des terrains de 2500-3000 m². Donc, on va faire des vraies stations-service. On va faire une étude de trafic. Donc là, on s'appuie sur des données qui sont basées sur les bornages des opérateurs téléphoniques qui nous renseignent sur le flux réel des gens devant la station. Et puis après, il y a plein d'autres paramètres, le nombre d'entreprises, le nombre de salariés. Effectivement, on l'a dit, des zones, les collaborateurs qui n'ont pas de voiture de fonction, donc c'est eux qui payent l'électricité. À 80%, ils se chargent chez eux. Et sinon, ils cherchent d'autres solutions. Demain, nous, on fait le pari aussi que dans des zones d'emploi où on va trouver de 5 à 10 000 salariés, les collaborateurs auront un besoin de recharge en itinérance, en sortant du boulot, en y arrivant, en partant à midi. Parce que les parkings des entreprises, même si on pousse les entreprises à s'équiper de bornes, ne pourront pas accueillir tous les véhicules électriques dans la décennie qui vient. Donc voilà, ce dimensionnement, il vient par les flux qu'on identifie et le potentiel, la prospection qu'on fait sur... nous, on a un travail sur 10 ans aujourd'hui dans le groupe Ortec. On voit le marché électrique à 10 ans et on est prêt. On prévoit aussi les fourreaux pour faire monter la puissance. Nos transformateurs en DC sont globalement surdimensionnés dès le début et on met tout en œuvre pour pouvoir effectivement rétrofiter nos stations, apporter tous les 8 ans des bornes plus puissantes et après il y a toute la partie supervision. Là, tu as parlé, c'est la couche informatique qui apprend à gérer la puissance entre un camion qui arrive sur une station qui va demander du 250 kW et une voiture qui de toute façon ne peut pas accepter plus de 60 ou 70. Voilà, la station est intelligente pour harmoniser et gérer sa puissance au mieux pour faire pour repartir les véhicules le plus vite possible. Oui, donc quoi qu'il en soit, on ne met pas n'importe quelle borne, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel environnement et pour n'importe quel usage. C'est toute une réflexion à avoir. Si on prend l'exemple des schémas directeurs pour les collectivités, on parle de déploiement d'infrastructures de recharge avec officiellement 3 grands axes et nous on en intègre un 4e. Le législateur a défini un axe qui est la décarbonation du transport, l'optimisation des coûts, la réduction de la pollution bien sûr et l'investissement. Donc l'investissement public, c'est nous. Donc nous, quand on fait de l'accompagnement, on pense au social. C'est le 4e point que le législateur n'a pas mis parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de maisons de ville n'ont pas de garage,
que les personnes qui habitent dans des maisons où ils n'ont pas la possibilité de stationner chez eux, ben, ils vont sur la voie publique. Et donc on a intégré le sociétal avec le tourisme, le commerce et l'industrie. Donc ces 4 points, on les intègre dans des schémas directeurs pour déployer les infrastructures dans les meilleures conditions d'accès, de visibilité et également accessibles par les PMR. Il faut aussi savoir que l'accès au PMR est obligatoire sur une station de recharge pour les véhicules électriques. Donc ça fait partie de plans, de schémas publics. Et dans le cas des entreprises, en général, on parle de la RSE, on parle du plan de déplacement, et on utilise ces éléments pour faire des enquêtes auprès des salariés. Comme tout à l'heure, je vous disais, on a des résultats extraordinaires en matière de motivation, d'intérêt et d'impact du véhicule électrique. Et le fait de partir avec les salariés, on les implique dans une démarche. Donc on utilise ceux qui vont utiliser des véhicules les plus rapidement parce que la flotte doit être changée, par exemple. Donc on va prendre les premiers véhicules dans la car policy. On va dire on va passer en électrique, on va prendre ceux qui sont électrocompatibles et on va s'en servir comme exemple. Et on peut faire également des formations autour du véhicule, non pas pour apprendre à optimiser son déplacement, mais surtout savoir utiliser un véhicule électrique. Et moi, je m'aperçois que mon véhicule a 4 ans, j'ai perdu un peu d'autonomie, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la taille de la batterie, c'est plutôt la puissance de charge. Parce que je n'ai pas perdu de temps de charge quand je m'arrête en station pour faire une recharge sur autoroute. Alors, est-ce que, je vais encore utiliser les compétences, les connaissances de chacun, mais est-ce que le poids de la batterie n'est pas un élément négatif qui est un frein au développement, parce qu'on a peu d'autonomie, mais on a une batterie plus petite, et tout le monde veut plus d'autonomie, mais avec des batteries plus lourdes, plus grosses, qu'on va entraîner sur combien de kilomètres? Sachant que 80% du temps, on fait du domicile-travail, de la recharge par opportunité quand on va faire les courses, faire du sport, et quand on fait de l'itinérance, pour les gros rouleurs, c'est 50%, mais pour tout à chacun, c'est 10 voire 5% pour aller en vacances. Donc est-ce que le poids de la batterie n'est pas un frein? Bon, dans les camions, effectivement, ça peut être un élément, mais on peut peut-être avoir un écho de l'AVER qui va peut-être donner aussi son avis sur des remarques de clients lambda ou de personnes qui disent « Ouais, mais l'autonomie, c'est un problème ». Juste avant de passer la parole, les camions, je m'y intéresse de plus en plus. Chaque constructeur aujourd'hui, européen majeur, ont une gamme de véhicules électriques, de camions électriques, du porteur au tracteur semi-remorque. Ça y est, les gammes sont présentes. Le modulo, ce qu'on ne peut pas faire sur un VP, même si il y a quelques voitures qui le proposent, c'est que sur un camion, on peut choisir son pack de batterie selon l'usage. Effectivement, porter 1 tonne de batterie, ça n'a pas beaucoup de sens si on fait des allers-retours centre-ville avec du linge ou avec des véhicules ou des matériaux qui ne sont pas lourds. Donc le camion a cet avantage, c'est qu'on peut passer d'un pack de batterie à 6 packs de batterie selon son usage. La voiture, il y a quelques options d'extension de batterie, mais je laisse la réponse sur le poids des batteries. Oui, comme tu l'as dit Jean-Luc, au final, déjà au niveau environnemental, il faut savoir que plus la batterie est grosse, plus forcément on a des matériaux qui vont être plus lourds et qui vont être plus polluants au niveau de l'extraction à ce niveau-là. Donc là, effectivement, ce qu'il faut regarder, c'est regarder l'usage de son véhicule. Comme tu l'as dit, est-ce qu'on achète un véhicule pour les 5% de déplacement qu'on va faire dans l'année pour partir dans le sud ou partir en vacances où on va faire peut-être 800 000 km d'un coup, sachant en plus qu'on a quand même un réseau de bornes de recharge ultra rapide aujourd'hui qui permet de faire des longs déplacements. Donc aujourd'hui, il faut regarder vraiment son usage au quotidien. Et de toute façon aussi, le poids de la batterie et la taille de la batterie, il influence aussi grandement le prix du véhicule aussi. Donc pas prendre des véhicules avec des batteries surdimensionnées si au final on a un usage un peu comme les poids lourds, un usage assez limité. Et même si on peut se recharger, même si on fait des grands trajets, voilà, 1 ou 2 fois par an, effectivement, on peut se recharger sur les bornes rapides. Mais oui, plus la batterie est importante, plus l'impact environnemental aussi
de la batterie est important. Vous savez qu'on a aussi, il y a une mesure qu'on met en place sur combien on va mettre de kilomètres sur un véhicule électrique pour compenser l'empreinte carbone qu'il y a eu en plus lors de la fabrication du véhicule. Et effectivement, plus la batterie est lourde, plus on va mettre plus on va mettre longtemps et plus de kilomètres pour compenser tout ça. Et puis même, c'est au niveau de l'automobile en général. Je pense que tout le secteur, l'automobile, s'est dirigé sur des véhicules de plus en plus gros, des SUV de plus en plus gros, alors qu'on n'a pas forcément un usage vraiment approprié de ces véhicules-là. Donc je pense aussi, c'est un moyen, la mobilité électrique, c'est aussi repenser sa mobilité et puis remettre en question certains modèles qu'on a eus. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'un des plus gros freins, c'est l'autonomie. Donc c'est vrai que tous les constructeurs vont travailler sur cette histoire d'autonomie, sur le fait de plus on a d'autonomie, plus l'utilisateur lambda va être rassuré et va avoir envie d'acheter un véhicule électrique plus important. Donc voilà, partir des usages, même aussi parfois faire du report modal. Ça, on ne le dit aussi pas assez souvent. Nous, au niveau de l'AVER, on parle aussi de ça. Moi, à titre personnel, je me déplace en Bretagne et Pays de la Loire et je n'ai pas de véhicule de fonction électrique. J'arrive à... Bon, parfois, effectivement, on a un petit peu de perte de temps, c'est vrai, sur certains trajets. Sur certains, on ne peut pas forcément enchaîner 4-5 rendez-vous dans la même journée à l'autre bout de la France. Après, c'est de l'organisation. Tout le monde a décidé. On arrive toujours à avoir des disponibilités. Et puis honnêtement, je préfère sincèrement, dans le cadre de mon travail, passer 2 heures dans un train devant mon ordi à travailler plutôt que 2 heures ou 1 heure et demie pour gagner une demi-heure derrière mon volant, tout simplement. Souvent à m'énerver quand j'arrive sur les périphes parce qu'on va mettre une demi-heure. Ceux qui ont en tout cas l'expérience des périphes nantais et rennais sauront de quoi je parle. Donc voilà, et puis voilà, moi en tout cas sur les batteries, c'est ce que j'ai à dire. Et puis pour revenir aussi au niveau peut-être du recyclage des batteries, aujourd'hui déjà l'Europe, elle impose déjà qu'il y ait au moins 50% du poids de la batterie qui doit être recyclable pour que la batterie soit commercialisée. Et puis aujourd'hui, on arrive sur un taux de recyclabilité de 80 à 90% selon les batteries, sans parler aussi parfois de la réaffectation des batteries usagées sur d'autres usages. Par exemple, sur le stockage d'énergie des panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, pour ne pas perdre l'énergie qu'on va gagner en journée pour qu'elle soit réutilisée plus tard, il y a des entreprises aujourd'hui qui utilisent des batteries de véhicules électriques usagées simplement pour faire du stockage et de la redistribution d'électricité. Oui, donc effectivement, c'est ce qu'on appelle la deuxième vie de la batterie avant son démantèlement, avec un recyclage aujourd'hui qui s'annonce entre 90 et 95% en récupération. Cet aspect flotte, choix de véhicule, est basé donc sur une approche RSE dans l'entreprise, derrière un plan de déplacement. Et donc, Jérémy, si tu peux nous donner un petit peu quelques leviers pour décarboner la flotte des salariés, entre autres. Je pense qu'on peut déjà peut-être revenir sur ce qu'une entreprise peut mettre en place en termes d'études. Peut-être commencer par avoir un état des lieux de ces sources de pollution en gaz à effet de serre provoquées par l'activité de l'entreprise. Donc pour ça, il y a une méthode qui est assez classique, qui est approuvée, qui a été mise en place en 2004 et qui est de plus en plus approuvée et mise en place, enfin développée dans le cadre des entreprises depuis 2015. C'est le bilan carbone. Alors le bilan carbone, alors vous avez effectivement des obligations dans le sens où ce sont les grosses entreprises, 500 salariés pour les entreprises privées et 250 pour les employeurs publics pour mettre ça en place. Alors ces seuils vont être abaissés très prochainement dans le cadre de la loi de la CSRD. Donc c'est quelque chose qui est inclus dans les politiques RSE, où en fait là vous allez avoir tout le monde à 250 salariés. Donc chaque entreprise. Alors la loi n'est pas encore sortie, elle est encore en fin d'écriture, mais typiquement ce schéma-là, il pourra être utilisé pour les entreprises ayant au moins 250 salariés sur site, mais rien n'empêche, si vous avez des entreprises de taille plus petite, en nombre de collaborateurs, de mettre ça en place. Nous, chez Odyssée, dans le Nord, on est 50, 60 et on l'a mise en place. Voilà. On est aussi c'est aussi un principe RSE parce qu'en fait, on veut d'abord s'appliquer ces obligations, mettre en place ce type d'études à nous avant de le proposer à nos clients. Oui, on s'en sert également comme laboratoire puisqu'on utilise plusieurs marques de bornes avec un système de gestion, de pilotage qui permet d'avoir des statistiques et des visibilités sur plusieurs marques
et le comportement également des utilisateurs, des employés qui se sont impliqués dans ce projet également. Voilà, donc typiquement dans le bilan carbone, vous avez originellement 3 scopes, le scope 1, 2 et 3. Le scope 1, c'était les émissions directes provoquées par l'activité de l'entreprise. Typiquement, je suis industriel, voilà, c'est plutôt les feux, les cheminées, voilà, l'aspect combustion de l'énergie pour pouvoir provoquer, pour pouvoir produire ces activités. Le scope 2, donc ce sont les émissions indirectes provoquées par l'utilisation du coup et la mise en place, l'élaboration des produits dans le cadre d'un industriel. Et puis le scope 3 qui a été éclaté en fait en 4, 5, 6, comme vous voyez à l'écran, ce sont les émissions provoquées par le transport. Ça, je vous passe. Et puis les plans de mobilité employeur, là, ça c'est quelque chose de très précis en matière de transport et de mobilité. Donc vous avez une phase en 5 étapes. Nous, généralement, on le propose en 5 étapes. Il faut que ça soit concerté avec la direction de l'entreprise, avec les collaborateurs. Il faut que ça soit vraiment quelque chose qui est vu au sein de l'entreprise comme étant dynamique et qui réunit les forces vives dans l'entreprise. Donc vous avez une partie préparation, diagnostic. On vient étudier l'accessibilité en transport en commun en mode doux, donc la marche, le vélo, le trottinette également. Le transport en commun, voiture, les conditions de circulation. On fait aussi des études de trafic, stationnement au sein de l'entreprise, des questionnaires collaborateurs pour comprendre leurs pratiques de mobilité et aussi déjà avoir quelques pistes sur le report modal, notamment pour les autosolistes. Et puis après, vous avez un plan d'action qui est mis en place. Et à travers ce plan d'action, vous pouvez effectivement avoir une action sur le verdissement de la flotte. Et qui dit verdissement, on dit aussi équipement en borne IRVE, infrastructure de recharge véhicules électriques. Et puis vous avez aussi une animation qui est extrêmement importante. Quand on parlait tout à l'heure de véhicules avec petite ou grosse batterie, on a l'ADEME qui préconise avant tout en matière de décarbonation, le premier spectre, c'est la démobilité, effectivement, c'est de pouvoir ne pas se déplacer et faire les choses à distance, même s'il y a des effets pervers à ça. Une étude qui disait que le télétravail s'est certes développé suite à la crise Covid, donc les personnes habitent plus loin en fait, de leur lieu de travail, mais pour autant ils se déplacent beaucoup plus. Donc il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Et puis il y a aussi dans la décarbonation, il y a aussi effectivement la mise en place de mobilité durable, favoriser le transport en commun, le covoiturage, les modes doux avec les vélos. Vous avez de plus en plus de types de vélos, des vélos cargo, des vélos pliants qui peuvent s'incorporer dans n'importe quelle situation. Et puis vous avez le verdissement de la flotte avec des tailles de batterie plus ou moins importantes. Et ici vous avez à l'exemple des petits véhicules électriques avec des faibles petites batteries. Et puis vous avez aussi beaucoup de prototypes qui sortent en ce moment sur des petits véhicules. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et puis tout ça s'intègre en fait dans une politique RSE, en fait, une politique de responsabilité sociétale ou sociale, ça dépend comment on le nomme, de l'entreprise. Et vous retrouvez en fait 4 champs d'action. Vous retrouvez l'aspect carbone, l'aspect mobilité, la biodiversité aussi qui est extrêmement importante. On a de plus en plus d'entreprises, par exemple, pour vous donner un exemple, qui intègrent en fait des ruches au sein de l'entreprise. Voilà, ça peut être aussi une action dans le cadre d'une politique RSE. Et puis vous avez aussi la gouvernance avec l'aspect... on essaye dans le cadre de politique RSE d'être moins descendant avec la direction, les responsables et les techniciens, entre guillemets. Voilà. On essaie de réunir l'ensemble et de faire en sorte que l'écosystème entrepreneurial au sein de l'entreprise soit beaucoup plus évolutive et efficiente. Donc on s'aperçoit effectivement, c'est pas si simple que ça, que de décarboner, que de mobiliser les équipes pour pouvoir changer de paradigme des usages de la mobilité. On est sur de la mobilité douce, là, ça commence aussi par la marche à pied. Hein. Et tout ça, en fait, on a un groupe de travail ici devant vous qui permet de répondre à ces questions, à ces problématiques d'accompagnement des entreprises. Je pense qu'on a fait le tour. Si quelqu'un a un complément, n'hésitez pas. Là, c'est en libre question sur nos points que l'on a développés. Des lois, des normes, des questions sur les aspects environnementaux, des solutions qui sont apportées par nos experts. Les questions sont ouvertes.
Oui. Bonjour, ça marche, oui. Concernant la mobilité durable dans une région où c'est plus rural, je sais que nous on a pas mal d'ateliers, pas mal de sites sur l'enjeu rural et du coup c'est compliqué de parler de mobilité plus douce du coup. Est-ce que vous avez des potentielles sources d'informations à donner? Je vais répondre à la question. On a accompagné une grosse entreprise de l'ouest de la France qui travaille dans l'agroalimentaire, qui a 800 sites, et donc dans le milieu rural autour de l'agroalimentaire, et donc avec 1200 véhicules et donc des collaborateurs qui roulent en véhicules de service, véhicules de fonction, avec du transport, de la logistique, de l'intersite et des clients aussi, des visiteurs industriels et professionnels et des clients qui viennent en magasin. Donc effectivement, on est en milieu transverse, rural, un peu de ville. Le siège se trouve à Angers, donc c'est une grosse entreprise qui a fait son plan de mobilité et qui derrière se dit, bon, il faut que je passe une partie de mes véhicules électriques parce que je dois décarboner, et puis parce que ça fait partie de ma politique RSE. L'équipe de direction roulait déjà en véhicules électriques, donc il y avait déjà des exemples qui pouvaient être utilisés. Mais par contre, il y a des sites qui étaient facilement électro-compatibles pour installer des bornes, d'autres qui étaient avec un silo à grains, donc avec peu de puissance. Donc tout ça, en fait, on étudie, on accompagne. Alors, côté collectivité, on appelle ça des schémas directeurs. Et côté professionnel, c'est plutôt un plan de déploiement. On avait fait celui de Enedis pour 1000 sites, hein, donc 1000 sites à équiper de bornes de recharge avec une entreprise qui se veut exemplaire dans le déploiement d'infrastructures de recharge et au travers de véhicules électriques. On a commencé dans le passé à travailler aussi pour La Poste, hein, qui est aujourd'hui le plus gros utilisateur de véhicules électriques du vélo jusqu'au camion. On conseille également, on accompagne des entreprises comme DHL, hein, et on va également dans le monde de l'employé. Bon, là, je ne peux pas citer, on a une NDA, une grosse entreprise de luxe qui veut expliquer à ses salariés qu'est-ce que l'électromobilité, comment on roule en véhicule électrique, comment on choisit son véhicule par rapport à ses problématiques d'usage, de recharge, etc. Et l'entreprise voulait vraiment sensibiliser ses salariés. Donc on a 1500 ou 2000 personnes à former sur 1 ou 2 heures, hein, ça donne un vernis, mais au moins ça sensibilise. Bon, c'est ce que l'AVER fait avec le grand public, mais là on est plutôt dans le cas d'une entreprise avec sa problématique RSE, et développement durable et logistique. Pour le milieu rural, on a travaillé et on travaille puisqu'on a dans notre équipe des personnes qui travaillent sur les schémas, sur les plans. On a des personnes qui travaillent sur les plans, Je veux dire les plans de mobilité employeur. Alors non, il y a les plans de mobilité employeur, mais il y a aussi les urbanistes, je cherchais le mot. Donc on a des urbanistes qui travaillent sur l'attractivité des territoires. Donc on a également une activité autour de l'agrivoltaïsme, du photovoltaïsme et du déploiement de fermes de champs d'éoliennes. Donc on s'aperçoit que là on est en milieu rural et on peut utiliser l'agrivoltaïsme comme étant un moyen de recharge pour créer de l'itinérance, d'opportunités pour recharger dans les milieux ruraux, ce qu'on appelle des zones blanches. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de schémas directeurs pour justement utiliser des systèmes qui existent pour les utiliser à des fins de déploiement d'infrastructures de recharge. Et ça crée des nouveaux revenus pour le monde paysan. Ça peut être aussi de l'investissement, ça peut être aussi dans le cadre de la logistique et du transport, des solutions en matière de déploiement sur des territoires ruraux. Donc les zones blanches font partie de réflexion. Il y a des aides également, je crois qu'il y a des aides qui poussent un peu le déploiement sur le rural, comme sur les autoroutes actuellement. Je ne sais pas si vous voyez, sur les autoroutes, pratiquement toutes les stations-service sont équipées d'infrastructures de recharge, avec plus ou moins de nombre de stèles, de bornes, en fonction de leur position et des études qui sont faites sur le déploiement.
sur la fréquentation, l'attractivité, l'accessibilité et le foncier. Hein, comme on disait tout à l'heure, ben, quand on n'a pas de place, on ne peut pas mettre de bornes. Ça répond à la question. Une autre question sur les aspects RSE, plan de déplacement, plan de déploiement, problèmes techniques, l'électricité, la voiture électrique, ça ne marchera jamais. Bah écoutez, je vous remercie. Merci à nos intervenants qu'on peut applaudir pour leurs propos.